Entretien exclusif avec Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, exilé politique en France depuis décembre 2014. Dimanche 23 août 2015, à partir de 20h30 sur Golf TV Africa. Prenez le rendez-vous. Le groupe de presse La Gazette du Golfe réinvente son service commercial central. Ouverture tous les jours de 8h à 20h, jours fériés et jours de fête compris. Avec son équipe dynamique qui vous accueille, vous conseille, vous oriente et vous propose les meilleures opportunités et packages pour vos prestations de toute nature, où elles se passent et quand elles se passent. Le service commercial central peut aussi instruire tous ces services commerciaux décentralisés dans la région pour vos commandes. Ces services commerciaux décentralisés pourront vous recevoir directement à Parakou, Porto Novo, Abomey, Lokossa, Djougou et Ouida. Le groupe de presse La Gazette du Golfe baisse donc ses prix pour vous servir. Faites-nous confiance, nos seront à la mesure de vos possibilités. Golf TV Africa, Golf FM Africa, la force d'un groupe de presse au Bénin. Mais moi, je voudrais demander, mais eux là, ils font leur déclaration à qui? Celui qui reçoit ma déclaration là, lui fait déclaration à qui? Voilà. Ce n'est pas nous qui bouffons, hein. C'est eux qui sont en haut qui gèrent mal le pays. Ce n'est pas nous. C'est eux qui ont des milliards, qui trouvent des milliards à bouffer. C'est eux, ce n'est pas nous. Ceux qui demandent là, c'est eux qui gèrent mal le pays, ce n'est pas nous. En tout cas, celui qui doit recevoir ma déclaration de bien, lui aussi doit faire sa déclaration de bien. Maintenant, à qui lui fait? Golf TV Africa, c'est toutes les voix, tous les points de vue, toutes les opinions, tous les avis et une vue d'ensemble de toute l'actualité au Bénin et en Afrique. Téléspectatrices, téléspectateurs de Golf TV Africa, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale depuis Paris, la capitale française, d'où nous recevons Hama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Fa Lumana Africa. Hama Amadou, bonjour. Bonjour Odio. Votre pays, le Niger, s'apprête à entrer dans une année électorale. La présidentielle, les législatives et les locales sont prévues l'année prochaine. Quelle est votre appréciation des conditions d'organisation de ces différents scrutins? L'impression que j'ai, c'est que ces élections sont délibérément bâclées par le pouvoir en place. Bâclées parce que des élections de cette importance doivent être préparées au moins 2 ans à l'avance. Doivent être préparées sur le plan financier, c'est-à-dire quand nous serons dans la période des élections, il faut que les ressources financières indispensables à l'organisation de ces élections soient disponibles à temps
afin de mettre la commission électorale indépendante dans les conditions les plus confortables pour prendre toutes les mesures d'organisation qui puissent garantir la transparence, l'équité et, je dirais, la facilité pour la distribution des cartes d'électeurs, pour la confection des bulletins, pour tout ce qui permettra véritablement de faire de bonnes élections. Et on doit prendre également le temps nécessaire pour élaborer un fichier électoral qui ne soit pas susceptible de faire l'objet de contestation de la part des uns ou des autres. Comme nous l'avons observé, le fichier électoral devrait être biométrique. Un fichier biométrique pour être véritablement conforme aux attentes de transparence de tous les protagonistes devrait être préparé au moins 2 ou 3 ans à l'avance. Ce n'est que l'année dernière que le pouvoir avait commencé à s'agiter pour prétendre créer un fichier électoral biométrique. Malheureusement, les délais ne permettent pas de le faire. Donc nous pensons que c'est de façon délibérée qu'ils n'ont pas voulu faire le fichier électoral biométrique. Mais néanmoins, ils ont conservé la structure qui devait organiser ces élections et ce fichier biométrique en lui donnant la responsabilité de confectionner un fichier électoral qui ignore le fichier existant, de manière à pouvoir mettre en place un fichier à la dimension de leurs propres besoins. Ce que je veux dire, c'est qu'un fichier qui leur permettrait de frauder facilement. Donc je dirais que l'organisation des élections au Niger présente déjà des insuffisances qui laissent penser que le pouvoir a de mauvaises intentions. Mais quelles que soient ces intentions, je peux vous le garantir, sera confronté à notre vigilance et à notre détermination. Vous semblez émettre des réserves sur la disponibilité de ressources financières suffisantes pour une organisation réussie des prochaines élections. Le gouvernement nigérien a-t-il dit qu'il n'a pas les moyens de prendre en charge une organisation parfaite de ces différentes consultations électorales? Le gouvernement ne l'a pas encore dit. Mais la CENI a été installée depuis plus de 2 mois maintenant. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas appris en tout cas que des dispositions financières particulières ont été prises pour leur assurer un fonctionnement normal. Et de surcroît, dans le budget de l'État, nulle part, nous n'avons une inscription relative à l'organisation des élections. Budget 2016. 2015. 2015. Puisque c'est à partir de maintenant que la commission électorale doit commencer à fonctionner. En février 2016, nous sommes déjà dans le premier tour. Ce qui veut dire que c'est le budget 2015 qui devrait prendre en charge le financement des élections de février 2016, tout au moins. Mais cela n'a pas été fait. Alors je dirais que, à partir de ces considérations, que les disponibilités financières n'existent pas pour faire des élections. Et de surcroît, au Niger, tout le monde sait que le trésor nigérien, à l'heure actuelle, traverse beaucoup de difficultés. Sauf report de dernière heure, le premier tour de la présidentielle est prévu le 21 février 2016. Le président Mahamadou Issoufou semble sûr de remporter cette élection dès le premier tour. Selon vous, sur quels moyens compte-t-il pour réaliser un tel exploit? Bon, je préciserai qu'au Niger, il n'est pas possible de décaler la date des élections parce que la date des élections est fixée par la Constitution. À ce niveau, il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Et je souligne que la même Constitution dit que d'aucune manière,
on ne peut proroger le mandat du président de la République de quelque manière que ce soit. Donc, impérativement, il faut organiser les élections dans les délais constitutionnels fixés par la Constitution. Donc, de ce côté, il n'y a pas de possibilité de report. Pour vous, il n'est pas question de report, tout report est exclu. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Constitution du Niger exclut tout report. Il y a parfois les réalités du terrain. Nous avons vu des situations similaires dans d'autres pays en Afrique, où pour des contingences technologiques ou encore sécuritaires, on a dû repousser de quelques jours les dates préalablement fixées pour la tenue des élections. La Constitution du Niger est catégorique. Il n'y a pas de cas de force majeure pour repousser les élections. La Constitution du Niger dit que le premier tour des élections doit intervenir entre 30 et 40 jours avant. Et 30-40 jours avant la date de l'investiture du président de la République. Or, l'investiture du président de la République, en 2011, est intervenue le 7 avril. Donc, vous devez compter ces 30 et 40 jours à partir du 7 avril. Ça nous ramène inévitablement au mois de février. Donc, entre le 17 et le 27 février. Par conséquent, je ne vois pas d'argument juridique ou d'argument de cas de force majeure qui puisse être invoqué pour reporter ces élections. Maintenant, évidemment, nous avons assisté à beaucoup de violations des dispositions de la Constitution au cours du mandat de M. Issoufou. Et je pense qu'il pourrait très bien également penser à violer cette disposition. Mais cela pourrait entraîner des problèmes. Nous entendons murmurer dans les sirailles du pouvoir au Niger que le président Mahamadou Issoufou pourrait remporter la présidentielle du 21 février 2016 dès le premier tour. Pensez-vous qu'il en a les moyens? Quand vous avez dit cela, vous avez bien vu que je me suis mis à rire. Moi, ce que je crois, c'est que M. Issoufou Mahamadou a très peu de chances d'aller au deuxième tour des élections. Parce que ce soit son bilan économique et social, que ce soit sa gouvernance aussi bien politique que sa gouvernance par rapport aux libertés individuelles et publiques des citoyens nigériens, il ne mérite qu'une sanction sévère de la part du peuple nigérien. Ce n'est pas moi seul qui le pense. C'est un sentiment largement partagé par le peuple nigérien. Et je crois que pour cette raison, Issou Mahamadou court le risque de ne pas être au deuxième tour. Et je serais vraiment très surpris de voir qu'il a quand même réussi à atteindre le second tour. Alors de là à dire qu'il peut gagner les élections au premier tour, je dis, bon, il est toujours permis de rêver, il est toujours permis de vivre dans une bulle et de se couper des réalités qui sont le quotidien du pays, mais on finit par se réveiller quand on rêve, on finit par sortir de sa bulle quand elle explose. Et les deux risques sont là réels qui peuvent atteindre M. Issoufou Mahamadou. N'importe, dans tous les cas, nous savons que ses camarades, comme il les appelle, pensent à une victoire au premier tour, non pas parce qu'ils ont un bilan, mais parce qu'ils pensent qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont amassé suffisamment d'argent par la corruption et les dessous de table pour pouvoir à la fois manipuler les institutions qui vont leur permettre de gagner, acheter les consciences des Nigériens pour que ceux-ci, en dépit des résultats économiques et sociaux, puissent voter pour eux. Mais c'est une erreur.
Qu'est-ce que vous mettez dans instrumentalisation des institutions de la République? Instrumentalisation des institutions de la République, c'est très clair. M. Issoufou Mahamadou cherche à avoir un contrôle total sur l'Assemblée nationale, sur la Cour constitutionnelle et sur l'appareil judiciaire dans son ensemble. Pour cela, il a utilisé l'argent pour acheter des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, afin, dit-il, de se construire une nouvelle majorité confortable et faire voter les lois de manière mécanique, ce qui lui permettrait d'envisager toute solution juridique susceptible de l'aider à gagner les élections. Deuxièmement, au niveau de la Cour constitutionnelle, que l'opposition a d'ailleurs récusé, compte tenu du trouble soulevé par un certain nombre de décisions issues de cette Cour. Et bien entendu, nous savons tous que l'objectif de cette instrumentalisation d'une Cour constitutionnelle serait de l'aider à disqualifier des candidats ou disqualifier des résultats des bureaux de vote après les élections. Cette Cour a été récusée formellement dans une déclaration publique par l'opposition. Maintenant, il s'agit de voir si la Cour, qui est une juridiction et qui doit se comporter en tant que telle, face à cette récusation, va attendre qu'on l'y force ou va par elle-même prendre en compte la récusation et se considérer comme non et compétente pour conduire les élections à venir. Mais est-ce que la récusation du juge constitutionnel est prévue dans la constitution de votre pays ou dans d'autres lois? Jusqu'à présent, en tout cas, la Cour constitutionnelle est considérée comme une juridiction. Et à ce titre, les autres règles qui s'appliquent aux juridictions, dans le cas de la récusation, doivent s'appliquer à la Cour constitutionnelle. Mais il est évident que nous sommes dans un système où les règles sont appliquées de manière sélective. Mais nous attendons de voir quelle serait sa décision. Elle va continuer par ressentiment à vouloir juger et massacrer les candidats opposés à Issoufou Mahamadou, ou elle va tenter quand même de respecter au moins les principes d'une juridiction qui se veut indépendante et équitable. C'est vrai, vous l'aviez dit, depuis 1993, aucun parti n'a pu obtenir la majorité absolue dès le premier tour du scrutin présidentiel, mais tout près du Niger, au Bénin. Depuis 1991, ce n'est jamais arrivé qu'un candidat remporte la présidentielle dès le premier tour. Pourtant, c'est arrivé en 2011. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que quand le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, dit qu'il peut remporter cette présidentielle dès le premier tour, c'est certainement en comptant sur certains moyens que vous ignorez peut-être? Mais les moyens, on les connaît, ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Donc, l'instrumentalisation des institutions de la République, oui, ce que je viens d'expliquer, et cette instrumentalisation doit lui permettre de concasser les partis politiques les plus dangereux pour sa candidature. Et les plus dangereux pour lui, il y a 3 grands partis dont il faut arriver à fragiliser les bases. Et ce sont le MNSD Nassara de M. Seyni Oumarou et de M. Tanja, le CDS Rama du président Mama Ousmane et le moderne FA Lumana Africa de M. Mamadou. Donc, cette instrumentalisation doit permettre, à travers des dissidences créées par M. Issoufou,
et créer la confusion dans les structures faîtières de ces partis et permettre, par des recours judiciaires, de semer l'incertitude dans la représentativité de ces partis. De cette manière, par exemple, le MNSD, on ne sait pas si ce sont les dissidents qui en ont le contrôle ou ce sont les responsables légitimes élus par les bases qui en sont les responsables. Évidemment, dans cette confusion créée, on va aller aux élections et la Cour constitutionnelle, tout bonnement, va dire « Bon, écoutez, on ne sait pas qui est qui, vous êtes disqualifiés. » Ça, c'est l'une des solutions. Au niveau de la CDS, au niveau de CDS, de M. Maman Ousmane, c'est la même chose. On crée une dissidence, on fait échapper le contrôle du parti à M. Maman Ousmane et on dit, M. Maman Ousmane, si vous êtes candidat au titre de CDS, vous êtes disqualifié. Mieux, on lève son immunité et on lui promet de se retrouver devant les tribunaux pour être disqualifié également par la voie judiciaire. En ce qui concerne M. Hamamadou, on dit, bon, on n'est pas arrivé à créer une dissidence dans son parti, mais bon, on va s'occuper de son cas. Bon, on crée un dossier. Vous avez entendu parler de ce fameux dossier de trafic de bébés, supposition d'enfants. Voilà. Et on dit, bon, M. Hamamadou est impliqué dans une affaire sordide de trafic de bébés, donc on va le juger et le disqualifier. Évidemment, la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, est composée de juges qui respectent leur serment et de juges, malheureusement, qui sont au service de leurs propres intérêts. Justement, au sujet de cette présumée affaire de trafic de bébés, le 13 juillet, la Cour d'appel de Niamey a invalidé la décision d'incompétence de juger rendue en première instance. Est-ce que vous avez engagé d'autres actions? Est-ce que vous avez formé un pourvoi en cassation ou vous attendez tout simplement que l'affaire soit tranchée en première instance, comme l'a voulu la Cour d'appel de Niamey? J'ai des avocats qui, après la décision de la Cour d'appel, ont immédiatement réagi dans les délais de 5 jours qui est prévu pour faire recours, pour former un pourvoi en cassation. C'est vrai, vous avez évoqué ce dossier parce que vous étiez en train de parler d'éventuels moyens sur lesquels compterait le président Mahamadou Issoufou pour annoncer pouvoir se faire réélire. Le groupe de presse La Gazette du Golfe réinvente son service commercial central. Ouverture tous les jours de 8h à 20h, jours fériés et jours de fête compris. Avec son équipe dynamique qui vous accueille, vous conseille, vous oriente et vous propose les meilleures opportunités et packages pour vos prestations de toute nature, où elles se passent et quand elles se passent. Le service commercial central peut aussi instruire tous ses services commerciaux décentralisés dans la région pour vos commandes. Ces services commerciaux décentralisés pourront vous recevoir directement à Parakou, Porto Novo, Abomey, Lokossa, Djougou et Ouida. Le groupe de presse La Gazette du Golfe baisse donc ses prix pour vous servir. Faites-nous confiance, nos prestations seront à la mesure de vos possibilités. Golf TV Africa, Golf FM Africa, la force d'un groupe de presse au Bénin. Mais moi, je voudrais demander, mais eux là, ils font leur déclaration à qui? Celui qui reçoit ma déclaration là, lui fait déclaration à qui? Voilà. Ce n'est pas nous qui bouffons, hein. C'est eux qui sont en haut qui gèrent mal le pays. Ce n'est pas nous. C'est eux qui ont des milliards, qui trouvent des milliards à bouffer. C'est eux, ce n'est pas nous. Ceux qui demandent là, c'est eux qui gèrent mal le pays, ce n'est pas nous. En tout cas,
celui qui doit recevoir ma déclaration de biens, lui aussi doit faire sa déclaration de biens. Maintenant, à qui lui fait? Golf TV Africa, c'est toutes les voix, tous les points de vue, toutes les opinions, tous les avis et une vue d'ensemble de toute l'actualité au Bénin et en Afrique. Élire au premier tour. En disqualifiant tous les candidats. Il n'y a que une certaine opinion dans votre pays. Pense également que l'ex-chef de la junte, Djibo Salou Djibo, voilà, serait aussi d'un grand soutien pour le président Mahamadou Issoufou dans la réalisation de cet espoir qui serait quand même inédit. Bon, disons que le général Salou Djibo, l'ancien chef de la junte militaire qui a dirigé le Niger entre 2010 et 2011, a été d'un soutien utile à M. Issoufou pendant la transition. Et d'après des informations qu'il faut évidemment arriver à confirmer, il aurait signé avec M. Issoufou Mahamadou un accord secret qui permettrait, après 2 mandats, à M. Djibo d'être soutenu par Issoufou pour assurer sa succession. Et pour cela, évidemment, Issoufou a besoin de briser les grands partis politiques qui peuvent être un obstacle à la réalisation de cet accord, mais également écraser à l'intérieur du PNDS le parti de M. Issoufou, son propre parti à l'intérieur, d'écraser les personnalités qui pourraient contrarier la mise en œuvre de cet accord. Donc, c'est dans ce dessin global que tout ce qui se passe actuellement au Niger est en train de se passer. Hama Amadou, nous n'allons pas reprendre dans cette émission l'élection présidentielle de 2011 dans votre pays. Vous estimez que le candidat Mahamadou Issoufou n'a pu passer le cap du premier tour en 2011 qu'à la suite d'une fraude. Cependant, cela ne vous a pas empêché de le soutenir au second tour. Tout le monde sait au Niger que le taux de participation aux élections dans la région de Tawa a frôlé les 80%. Alors que dans toutes les autres régions, la moyenne de participation tourne autour de 48%. Et il se trouve que la région de Tawa est l'une des régions où l'immigration vers les pays de la côte est le plus élevé. C'est la région dans laquelle les gens ne sont pas présents très souvent dans le pays qui a le taux de participation le plus élevé. Une anomalie qui ne peut se justifier que par les votes multiples organisés. Mais tout cela étant, les partis politiques dans leur ensemble, dont l'Oman Africa, avaient fait le recours prévu par la loi devant la Cour constitutionnelle. La Cour ayant rejeté les recours, en bon démocrate, respectueux des lois et règlements, nous avons considéré donc que nous ne pouvions plus parler de fraude. Mais nous allons continuer le processus comme il a été prévu. En tout état de cause, au deuxième tour, j'ai fait voter pour M. Issoufou Mahamadou, ce qui lui a permis de gagner. Et pourquoi c'est maintenant que vous revenez sur ça? De temps en temps, il faut rappeler l'histoire. Quand il faut tricher pour passer au deuxième tour, il est inconvenant de déclarer à haut cri que l'on va passer au premier tour des élections présidentielles 5 ans après. C'est pour cette raison qu'il est convenable de leur rappeler les conditions dans lesquelles ils sont passés au premier tour en 2011. Vous avez été contraint depuis plusieurs mois maintenant à quitter le Niger. Vous avez dû quitter pour échapper à ce que vous appelez une arrestation arbitraire. Vous êtes
à Paris, ici en France. Vous aviez dit que vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle. Au regard de l'évolution des rapports de force politiques dans votre pays, est-ce que vous maintenez votre candidature et quelle est votre marge de manœuvre pour ressortir vainqueur de ce scrutin? Je dirais que le rapport de force, d'abord, il est en faveur de l'opposition. Ça, au Niger, personne ne l'ignore. Ceux qui veulent l'ignorer sont du système de M. Issoufou et rêvent. C'est votre point de vue. Hein, j'ai dit, vous pouvez aller faire un sondage au Niger. Vous êtes un média. Vous êtes libre d'aller faire un sondage au niveau des villes comme en campagne pour savoir dans le pays quelle est l'opinion qui l'emporte aujourd'hui. Est-ce l'opinion de l'opposition ou est-ce l'opinion de ceux qui sont au pouvoir? Et vous verrez, ce que je dis là ne relève pas du fantasme d'un opposant. N'est-ce pas? Donc si cela est la vérité, je ne vois pas comment M. Issouf peut prétendre gagner quoi que ce soit. Il ne gagnera pas. Et vous allez gagner? Je ne dirais pas que je vais gagner, mais je dirais simplement que je suis candidat. Mon parti se bat âprement pour que cette candidature puisse se concrétiser. Et je pense d'ici la période où l'appel aux candidatures sera fait. Et je suis convaincu que mon parti veillera à ce que ma candidature soit validée. En restant dans l'hypothèse que votre candidature à cette présidentielle va être validée, vous ambitionnez, comme tous les autres candidats, de remporter. Vous n'êtes pas au pays, vous ne menez plus d'activité politique, vous êtes en France, vos militants sont peut-être démobilisés. Alors, comment pensez-vous vous rattraper pour que les autres candidats qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent, ne puissent pas quand même être favorisés à votre détriment? Écoutez, pour les partis de l'opposition, nous menons un combat unique. Il faut assurer l'alternance politique au Niger pour sauver le Niger, pour garantir la restauration des libertés individuelles et publiques et pour remettre l'économie du Niger en état de fonctionnement normal. Donc vous comptez sur une coalition de l'opposition autour de votre candidature? Il y a pas de ma candidature sur un objectif commun à l'opposition qui est de faire battre Mahamadou Issoufou. Et cette coalition est en train de préparer un accord électoral qui s'inscrit dans ce sens. Maintenant, tout leader politique, sa première ambition, c'est de faire gagner son parti. C'est tout à fait logique. Mais il y a ce que vous voulez et ce que les données électorales vont présenter. Quel que soit Alpha, nous, notre objectif, c'est au sein de l'opposition de créer les conditions pour battre M. Mahamadou Issoufou. Et nous sommes convaincus qu'il sera battu. Et par conséquent, Issoufou sera battu. Et contrairement à ce que vous dites, je suis en France, je mène, que ce soit au niveau du Niger même, au niveau des structures de la diaspora, une activité politique intense pour que mon parti continue de grandir et il continue de grandir. Et les Nigériens, comme les gens de mon parti, sont hyper mobilisés. C'est un parti qui est habitué à se battre et ce sont des militants éminemment engagés. Ce ne sont pas des militants qu'on a achetés. Ce ne sont pas des militants qui attendent une récompense pour agir. Ce sont des militants qui, par leur initiative, par leur détermination, veulent faire gagner notre parti. Et moi, je partage ces sentiments et je suis dans cette mouvance d'esprit. Et c'est pourquoi je dis que nous allons gagner et que nous allons battre Mahamadou Issoufou. L'actualité nigérienne rentre aussi dans une dynamique sous-régionale avec
la mise en place d'une force militaire coalisée pour combattre le groupe islamiste Boko Haram. Il est annoncé la création de la force d'intervention conjointe multinationale. Le Niger, le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria participeront à cet effort de guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. Quelle est votre perception de toutes les actions que l'État nigérien mène dans ce sens? Est-ce que vous pensez que c'est sincère? Disons que il est tout à fait naturel et éminemment indispensable que le Niger s'inscrive dans une logique de coalition de lutte contre le terrorisme. Aucun de nos pays de la sous-région ne peut tout seul parvenir par ses seules forces et ses seuls moyens à vaincre le terrorisme dans la sous-région, que ce soit le terrorisme du côté du Mali, ou que ce soit le terrorisme du côté de Boko Haram, ou le terrorisme à partir des frontières de la Libye. Il faut nécessairement une coalition. Et cette coalition ne peut pas être simplement africaine. Parce que c'est vrai, nous avons des armées. Nous avons des armées dans lesquelles les hommes se battent avec un courage exemplaire. Mais nous avons des armées qui n'ont pas tous les moyens de mener le combat de la manière la plus efficace possible. Parce que le renseignement souvent fait défaut. Les attaques surprises sont, vous l'avez remarqué, et sont quotidiennes. Faute de renseignement, vous succombez. Est-ce que comme ça, vous... Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Vous succomberez facilement. Donc, il est indispensable de s'associer aux puissances occidentales qui participent à la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région et qui sont prêts à venir nous apporter leur aide. De ce côté, il n'y a aucun problème. Et je peux dire que, de ce point de vue, M. Issoufou Mahamadou joue la carte de la coalition. Aucun Nigérien ne mettrait en cause cette attitude. Maintenant, au niveau national, vous permettez, on va poursuivre. Et pour que je ne perde pas mes idées, laissez-moi finir. D'accord. Au niveau national, je pense qu'il nous faut savoir être réaliste. Nous avons une armée. Mais est-ce que nous disposons des ressources financières suffisantes pour faire une guerre durable? Tout seul. N'eût-il pas fallu nous inscrire dans une logique de coalition, d'une force sous-régionale, financée par des partenaires qui sont d'accord pour le faire, et mener ensemble cette guerre? Faire la guerre de manière individuelle fragilise forcément des pays comme les nôtres. Et c'est pour cette raison que j'aurais souhaité que le gouvernement nigérien ait utilisé une autre approche que celle actuellement, parce que celle d'aujourd'hui a détruit la région de Difa. Et il est indispensable de trouver des solutions par rapport à ça rapidement, parce que quand vous avez des populations qui ne peuvent plus aller au champ, qui ne peuvent plus surveiller leur bétail, qui ne peuvent plus aller dans des marchés, une population qui est réellement prise en otage par les forces que vous connaissez, nous ne pouvons pas dire que ça va bien. Et les moyens de l'État nigérien ne lui permettent pas de mener une offensive tout seul qui puisse permettre de contenir ces agressions répétées de Boko Haram. Heureusement d'ailleurs que les forces du Tchad sont à côté pour soutenir régulièrement les forces nigériennes. Est-ce que ce n'est pas une manière de sous-estimer votre armée? Est-ce que cela ne pourra pas être interprété de cette manière? Ensuite, tel que vous présentez la situation, est-ce que c'est une manière
déjà pour vous de prédire la défaite de la force d'intervention conjointe multinationale contre les combattants de Boko Haram? Ben, vous voyez, le propre des journalistes, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Je vous explique la situation telle qu'elle est. Et l'armée nigérienne sait que moi, je ne peux pas la sous-estimer. Mais elle va reconnaître avec moi qu'il y a effectivement des problèmes de moyens. Il y a également des problèmes d'organisation sur le plan du renseignement et une véritable capacité offensive qui lui manque. Ce sont des réalités qu'on ne peut pas camoufler. Et c'est pour cette raison justement que pour agir efficacement, notre armée doit être intégrée dans le cadre d'une force sous-régionale qui est soutenue par des bailleurs de fonds et qui pourrait lui offrir les moyens de faire face efficacement. Nous avons une armée très courageuse qui s'est battue sur tous les fronts. Est-ce que celle qu'on veut mettre en place, est-ce que vous aurez souhaité cette force d'intervention conjointe multinationale? Je voudrais qu'on la mette en place rapidement, mais ce n'est pas seulement sur le papier. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on lui fournisse les moyens de rendre opérationnelles toutes les forces de la sous-région. Au moins pour les unités qui seront mises en place pour faire ce combat. Voilà ce que je veux dire. Alors, toujours au Niger, dans la perspective de la lutte et de la prévention des attaques des combattants de Boko Haram dans la région du Difa, le gouvernement a interdit le port du voile intégral. Est-ce que cette mesure vous poserait un problème? Vous savez, quand on a la responsabilité de l'État, on a d'abord la responsabilité de sauver des vies, de garantir la paix et la sécurité des citoyens. Et en tant qu'homme d'État, je dirais simplement que toute mesure qui va dans le sens de la préservation des vies ne peut pas être une mesure qu'on doit écarter. C'est ce que je répondrai à votre question. Hama Amadou, homme politique nigérien, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, vous avez eu un parcours politique, sinon vous avez un parcours politique fait de moments de fulgurance, mais également des moments de turbulence. Vous avez eu des problèmes avec l'ancien président Mamadou Tandia. Aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir des problèmes avec l'actuel président Mahamadou Issoufou. Finalement, est-ce que vous êtes l'incompris ou c'est vous-même le problème? Bon, et vous prendrez les différents leaders politiques du Niger, l'un après l'autre, vous leur appliquez l'analyse que vous venez de faire sur ma personne, vous verrez pendant tous les moments où ces leaders se sont trouvés à l'opposition, ils ont été confrontés au même problème que moi. Pas de la même acuité, parce que moi, je me suis retrouvé en prison plusieurs fois. Je me suis retrouvé en prison à l'époque du général Barré, en tant qu'opposant. Je me suis retrouvé en prison à l'époque du président Tanja. Je me suis retrouvé dans un dossier d'accusation visant à m'éliminer. Mais que ce soit la période de Tanja ou que ce soit la période actuelle, ceux qui sont à la base de tout cet acharnement contre ma personne reste M. Issoufou Mahamadou. C'est M. Issoufou Mahamadou qui a convaincu à l'époque le président Tanja de se débarrasser de moi et de me jeter en prison pour qu'il puisse, lui, Issoufou Mahamadou, se présenter aux élections de 2009 sans M. Hamamadou. Malheureusement, vous avez vos plans. Dieu a les siens qui l'emportent toujours. Et ni lui, ni moi n'avons pu nous présenter aux élections de 2009. En 2011, c'est toujours le même Issoufou Mahamadou qui, dans sa logique d'éviter de m'affronter dans des conditions normales, a monté ce dossier pour tenter, encore une fois,
de ne pas se confronter à moi. Donc, ce n'est pas avec les autres que j'ai un problème ou que je suis le problème. Le problème, c'est M. Issoufou Mahamadou qui, dans son acharnement à se débarrasser de moi, ne recule devant aucun moyen. Juste le moyen le plus amoral qui soit. Hama Amadou, merci. Je vous remercie, M. Oyou. Le groupe de presse La Gazette du Golfe réinvente son service commercial central. Ouverture tous les jours de 8h à 20h, jours fériés et jours de fête compris. Avec son équipe dynamique qui vous accueille, vous conseille, vous oriente et vous propose les meilleures opportunités et packages pour vos prestations de toute nature, où elles se passent et quand elles se passent. Le service commercial central peut aussi instruire tous ces services commerciaux décentralisés dans la région pour vos commandes. Ces services commerciaux décentralisés pourront vous recevoir directement à Parakou, Porto Novo, Abomey, Lokossa, Djougou et Ouida. Le groupe de presse La Gazette du Golfe baisse donc ses prix pour vous servir.